Le nom de Cléopâtre a traversé les siècles. Tout le monde a entendu parler de cette reine érudite, d'une beauté légendaire, qui a su séduire Jules César, puis Marc-Antoine. On sait moins qu'elle a eu plusieurs homonymes dans l'histoire. Un siècle avant elle, c'est une autre Cléopâtre qui règne sur l'Égypte. Une femme en guerre contre l'un de ses frères et contre sa propre fille. Leur relation était empreinte de jalousie, de tension et de rivalité. Ils se disputaient le pouvoir et se haïssaient cordialement. Entre inceste, trahison et meurtre, sa monstrueuse saga familiale semblerait presque née de l'imagination d'un romancier. Pour la reconstituer, les archéologues scrutent le fond de la Méditerranée et les murs de temples somptueux. Ce relief apaisé occulte la colère, le ressentiment et tout un conflit meurtrier. Cette histoire est celle d'une famille possédée par le pouvoir. Devenue reine d'Égypte, Cléopâtre II sauvera sa dynastie et fera tout pour conserver le pouvoir considérable qu'elle a conquis. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, l'âge d'or de l'Égypte antique n'est plus qu'un souvenir, déjà vieux de 2 millénaires. Toutankhamon et Ramsès, artisans de la grandeur de Thèbes, sont presque tombés dans l'oubli. Voilà longtemps que l'Égypte n'est plus la grande puissance du bassin méditerranéen. Ce sont désormais des souverains grecs qui règnent sur son territoire. Les Ptolémées, également appelés Lagides. Et c'est sous leur dynastie que Cléopâtre II va arriver au pouvoir et régner aux côtés de ses 2 frères. Mais les rivalités qui rongent la fratrie mettront le pays à feu et à sang. Cette tragédie familiale se déroule non pas à Thèbes, mais plus au nord, là où le Nil se jette dans la Méditerranée. De nos jours, Alexandrie ressemble aux autres villes modernes d'Égypte. Mais dans l'Antiquité, c'est la plus grande cité du monde grec. Elle porte le nom de son fondateur, Alexandre le Grand, qui s'empare de l'Égypte en 332 avant Jésus-Christ, avant de repartir vers d'autres conquêtes. À sa mort, 9 ans plus tard, ses généraux se partagent son empire. L'Égypte et sa toute jeune capitale Alexandrie reviennent à Ptolémée, l'un des plus grands généraux macédoniens d'Alexandre. Lui-même, puis ses descendants, vont régner pendant près de 3 siècles. Tous les souverains mâles de la dynastie se prénomment Ptolémée. À leur arrivée en Égypte, les souverains Lagides se trouvent face à un immense défi. Forger une identité pour ce pays, car ils sont eux-mêmes grecs, originaires de Macédoine. Ils doivent gouverner à la fois pour la population hellénophone et pour les Égyptiens. Sous le règne des Ptolémées, Alexandrie développe un commerce lucratif avec l'Inde et l'Arabie, devenant ainsi le port le plus important de la Méditerranée. Ces marchés regorgent de marchandises exotiques importées d'Orient.
Alexandrie compte 3 grands groupes de population. Tout d'abord, une diaspora grecque arrivée après la conquête d'Alexandre. Ensuite, des Égyptiens en nombre important. Et enfin, une minorité juive. Si les Grecs représentent moins d'un tiers de la population égyptienne, ils profitent au premier chef de cet essor économique. Mais le pays va bientôt sombrer dans le chaos. Ptolémée V meurt soudainement en 180 avant Jésus-Christ, âgé de 30 ans. Conformément à la tradition, c'est son fils aîné qui lui succède, sous le nom de Ptolémée VI. Mais l'héritier n'a que 6 ans. Ptolémée VI est trop jeune pour régner lorsqu'il devient roi. Sa mère assure donc la régence, avant de nommer 2 conseillers pour l'épauler, jusqu'à ce que son fils soit en âge de gouverner. Ptolémée VI a une sœur, Cléopâtre, ainsi qu'un frère cadet, également prénommé Ptolémée et surnommé Phuscone, le ventru. Alors que le jeune souverain a 11 ans environ, ses régents décident qu'il est temps de lui trouver une épouse. Puisqu'il a bientôt l'âge de monter sur le trône, il lui faut une reine. Dans le monde de l'Égypte antique, tout allait par 2. Il était essentiel pour les Égyptiens d'avoir à leur tête un homme et une femme. Un peu comme le yin et le yang, pourrait-on dire. La présence d'une femme était fondamentale pour diriger le pays. À Edfou, plus au sud, sur la rive gauche du Nil, se dresse le monumental temple d'Horus. Son sanctuaire renferme une barque de pierre qui symbolise l'ascension dans le ciel du dieu soleil. Sur un mur, on peut voir Ptolémée VI présenter des offrandes à Horus, le dieu céleste à tête de faucon, et à la puissante déesse Hathor. Derrière le pharaon se tient sa reine. Des hiéroglyphes nous renseignent sur son identité. Il s'agit de sa sœur, Cléopâtre II. Chez les Ptolémées, les unions incestueuses sont une tradition de longue date. Une habitude que cette dynastie d'origine macédonienne a du reste empruntée aux pharaons égyptiens. Vu de notre époque, cette pratique des incestes paraît assez choquante, effrayante, voire à peine croyable. Elle permettait aux Lagides de protéger la dynastie. C'était une façon de maintenir la continuité et la pureté des lignées ptolémaïques. Les titres royaux restaient ainsi dans la famille. Au sein des familles royales, les mariages entre parents proches étaient acceptés, aussi bien dans l'Égypte antique qu'en Perse. Ils n'étaient pas perçus comme une transgression des normes sociales. Les souverains d'Égypte avaient le statut de divinité sur terre. Cette coutume s'inspire de l'exemple d'Osiris et Isis, frères et sœurs, mais aussi mari et femme. Ce qui est bon pour les dieux convient forcément aux Ptolémées. C'était aussi une façon de se placer à un niveau plus élevé, de quitter les simples mortels pour se métamorphoser en Dieu. Ces mariages intrafamiliaux leur assuraient une qualité divine supplémentaire. Cléopâtre II n'a que 10 ans quand elle devient reine d'Égypte et commence à exercer le pouvoir aux côtés de son mari et frère. Le cadet, Phuscone, ne voit pas cet arrangement d'un bon œil. Lui aussi a des visées sur le trône. Bien décidé à y accéder un jour, il se montre dès cette époque calculateur et rusé.
Alexandrie est alors dominée par la silhouette du Sérapéum, un somptueux sanctuaire dédié au dieu Sérapis. Il s'agit d'une divinité gréco-égyptienne dont le culte a été institué par les Lagides. Sérapis protège l'Égypte, la capitale et son couple royal. Pendant les 5 premières années du règne de Ptolémée et de Cléopâtre, l'Égypte vit dans la paix et la prospérité, même si elle a perdu sa puissance militaire et va bientôt le payer. En 170 avant notre ère, le pays est attaqué. L'agression vient de l'Est, plus précisément d'Antiochos IV, qui règne sur l'empire rival des Séleucides. Il se trouve à la tête d'une armée puissante et aguerrie, bien supérieure aux forces égyptiennes. Ptolémée VI envoie ses troupes contre les Séleucides. Antiochos IV les terrasse assez rapidement, puis marche avec ses hommes vers Alexandrie. Cette défaite laisse peu de latitude au pouvoir égyptien. Antiochos sait toutefois qu'il n'a aucune chance d'être accepté comme souverain d'Égypte. Apparemment, Ptolémée VI rencontre Antiochos IV. Ils parviennent à un compromis qui fait de l'Égypte un vassal du royaume séleucide. Mais si les habitants d'Alexandrie ne veulent pas se soumettre à Antiochos, ils rejettent tout autant l'idée d'être gouvernés par une marionnette au service de l'ennemi. Phuscone saisit sa chance. Après tout, il est lui aussi un héritier légitime au trône. De plus, il a de son côté le peuple, très remonté contre Ptolémée VI. On ne peut pas savoir comment étaient Ptolémée VI et Ptolémée VIII, c'est-à-dire Phuscone. D'après les sources antiques, leurs personnalités étaient très différentes. Ptolémée VI apparaît comme un dirigeant compétent et sérieux, alors que Phuscone semble excessif, cruel et retors. Mais c'est compter sans Cléopâtre, troisième protagoniste dans ce jeu de pouvoir. Consciente de l'ambition démesurée de son frère cadet, elle voit sa pire crainte se réaliser. Phuscone prend le pouvoir, soutenu par la population. Les deux frères sont désormais en rivalité ouverte. Cette querelle familiale pourrait bien dégénérer en guerre civile. À l'été 169, l'Égypte est comme coupée en deux. D'un côté, Ptolémée VI est réfugié à Memphis avec l'appui d'Antiochos IV. De l'autre, Alexandrie se choisit Ptolémée VIII pour roi. La désagrégation semble imminente et la rivalité entre les deux frères et leurs partisans respectifs se propage à tout le pays. Ces événements font naître dans la population un sentiment de défiance à l'égard de la classe dirigeante. C'est Cléopâtre qui va restaurer la confiance. Pour ce faire, elle n'hésite pas à se placer dans la filiation d'Isis, la plus grande déesse de l'Égypte antique. Cléopâtre était grecque, mais aussi égyptienne, puisqu'elle était née et avait grandi en Égypte. Elle connaissait bien les traditions locales. Isis était habituellement vue comme une divinité maternelle et protectrice. En se réclamant d'Isis, Cléopâtre II gagne en popularité et en poids politique. Elle avait l'art de convaincre autant que d'émouvoir ses sujets. On se rend compte qu'elle possédait un sens politique aigu.
Alors que la discorde s'aggrave entre ses deux frères, elle joue de son influence. Plus d'un siècle plus tard, l'historien romain Tite Live vante ses talents de négociatrice. Leur sœur contribua puissamment aux tractations, tant par ses prières que par ses conseils. Je crois que Cléopâtre II s'était positionnée sur un créneau essentiel visant à favoriser la réconciliation entre ses frères. Elle s'identifiait à ce rôle de pacificatrice. Il fallait un immense talent pour cerner les forces et les faiblesses de ses frères et parvenir à réconcilier les deux hommes. Ptolémée VI consent à partager le pouvoir avec Phuscone. Désormais, la fratrie règne en trio. Mais Antiochos IV menace à nouveau d'attaquer l'Égypte. Et cette fois, c'est un acteur majeur qui va s'interposer, l'Empire romain. Rome, au temps de la République, est la puissance montante de la Méditerranée. Elle s'engouffre dans la brèche laissée par le déclin des empires égyptiens, grecs et séleucides. L'Égypte est pour elle un partenaire important, à la fois acteur majeur du commerce international et fournisseur d'or et de céréales. Entre la richesse de son agriculture et la fertilité de la plaine du Nil, elle va devenir le grenier à blé de l'Empire romain. Le pouvoir romain a besoin d'une Égypte pacifiée. Il est prêt à soutenir les Ptolémées s'ils se portent garant de la régularité des importations. Le trio règne ainsi pendant plusieurs années. Phuscone mène un train de vie luxueux. De plus, il a pris goût au pouvoir et se montre de moins en moins partageur. Trois frères et sœurs qui règnent ensemble avec trois fortes personnalités, surtout les deux frères, ça ne peut pas durer éternellement. Phuscone veut le pouvoir pour lui seul. Une occasion se présente en 164 avant Jésus-Christ. Alors qu'une rébellion éclate dans le sud de l'Égypte, Ptolémée VI quitte Alexandrie pour aller réprimer le soulèvement. Cléopâtre se retrouve sans protection. Elle, qui a mis en œuvre ses talents de diplomate pour maintenir à tout prix l'harmonie familiale, est prise au dépourvu. Phuscone monte un coup d'État. Son objectif est de déposséder son frère et sa sœur du pouvoir, afin de régner seul. Révoltée par cette trahison, Cléopâtre ne peut cependant pas l'empêcher. Phuscone assoit son pouvoir brutalement. Ptolémée VIII s'empresse d'éliminer les anciens soutiens de son frère, comme les mercenaires juifs d'Alexandrie ainsi que l'élite intellectuelle, qui est bannie. Le triomphe du nouveau souverain est toutefois de courte durée. Il tente de s'attirer les bonnes grâces de l'Empire romain, mais celui-ci craint des perturbations dans son approvisionnement en grains et envoie un ambassadeur pour réconcilier la fratrie. Ptolémée VI et Cléopâtre II sont de retour au pouvoir. Mais ils savent qu'ils ne peuvent plus se fier à leurs frères.
Pour l'éloigner, ils le placent à la tête d'une colonie isolée, la Cyrénaïque, située à plus de 800 km à l'ouest d'Alexandrie, dans l'actuelle Libye. Là-bas, Fuscone est hors d'état de nuire. Du moins pour l'instant. À l'issue de ces années mouvementées, les Lagides sont parvenus à se maintenir sur le trône d'Égypte. La pérennité de la dynastie est assurée. Cléopâtre II et Ptolémée VI ont ensemble plusieurs enfants, notamment un fils appelé Ptolémée Néos Philopator, littéralement « qui aime son père », et une fille, Cléopâtre, comme sa mère. Elle entrera dans l'histoire sous le nom de Cléopâtre III. À ce stade, le couple était marié depuis plus de 10 ans. Je pense que Cléopâtre II approuvait l'action de Ptolémée VI. Il prenait de bonnes décisions de politique internationale pour restaurer la puissance égyptienne dans l'ère méditerranéenne. Mais il reste un contentieux avec les Séleucides, qui occupent en Syrie un ancien territoire égyptien. En 145 avant Jésus-Christ, Ptolémée tente de le reconquérir. Cette initiative lui sera fatale, comme le rapporte l'historien Flavius Joseph. Dans le combat, le cheval de Ptolémée, effrayé par le barrissement d'un éléphant, se cabra et désarçonna le roi. Les ennemis se précipitèrent sur lui et lui firent de nombreuses blessures à la tête. Ptolémée était dans un état si grave que pendant 4 jours, il ne recouvra ni la connaissance ni la parole. Il meurt le 5e jour. La nouvelle est un coup dur pour Cléopâtre II. Une cérémonie funéraire a lieu à Alexandrie pour honorer la mémoire du roi. On l'avait mariée à son frère pour consolider la dynastie et elle a fait preuve d'une loyauté sans faille envers lui. Certes, c'était une union de convenance, mais elle était judicieuse. Après 30 ans de mariage, Cléopâtre doit désormais assurer seule son avenir et celui de ses enfants, c'est-à-dire s'imposer face à son autre frère. C'est la seule façon de protéger Ptolémée Philopator. Le jeune garçon, héritier légitime, a lui-même pratiquement l'âge de devenir roi. Mais les sujets alexandrins ont aussi leur mot à dire. Dans la vie politique d'Alexandrie, le peuple est toujours présent. C'est un acteur à part entière. Il prend part aux événements. Les historiens romains décrivent souvent des hordes d'Alexandrins qu'il faut pratiquement imaginer brandissant des fourches et des torches. Ils donnent leur avis et sont écoutés. Ils font et défont les souverains. Fuscone, pour l'heure roi de Cyrénaïque, conserve de nombreux soutiens qui l'incitent à tenter un retour au pouvoir. C'est pour lui une nouvelle occasion à saisir. Il rentre à Alexandrie et fait valoir ses droits au trône d'Égypte. Mais un obstacle demeure. Ptolémée Néos Philopator est sans doute son pire cauchemar. Tant qu'il est en vie, il fédère une opposition légitime à Fuscone. C'est un souverain potentiel. Fuscone est résolu à s'occuper de son cas, mais il attend un moment plus propice.
Dans l'immédiat, ses priorités sont ailleurs. Au moment où il s'empare du pouvoir, Ptolémée VIII ne peut pas se passer de Cléopâtre II. Elle est très appréciée du peuple, surtout à Alexandrie. Mais elle incarne aussi une continuité cruciale pour Fuscone. Il a besoin d'elle à ses côtés s'il veut que ce nouveau régime fonctionne, et il compromettrait ses chances en l'écartant. Quant à Cléopâtre, elle n'a guère le choix. Quels que soient ses sentiments pour son frère, pour rester reine, elle doit l'épouser. Tout la pousse à se marier avec son jeune frère. C'est un retour à la normale, à ce dualisme immémorial. Ptolémée VIII est alors l'héritier mâle le mieux placé et Cléopâtre II la femme la plus puissante de la lignée. Leur union tombe sous le sens. L'historien romain Justin rapporte que Fuscone organise des festivités somptueuses pour célébrer ce mariage. Par contraste, les événements qui suivent n'en paraissent que plus macabres. Le premier qualificatif qui vient à l'esprit concernant Fuscone est impitoyable. Il a un côté très froid, vindicatif, malveillant, peut-être même malfaisant. Cléopâtre s'est lourdement trompée en pensant que son mariage allait protéger son fils. Il n'est pas rare à cette époque de se débarrasser d'un concurrent au trône par des méthodes expéditives. Mais la reine se retrouve à devoir partager le lit de l'assassin de son fils. De toute évidence, Fuscone veut régner par la peur sur Alexandrie. Le troisième livre des Maccabées relate un épisode qui lui est attribué. Il fait lâcher des éléphants sur un groupe de juifs rebelles afin qu'ils meurent piétinés, le tout en public. Un acte à la fois horrifiant et grotesque. Il semble donc mettre en scène son usage de la force, de l'intimidation et de la violence pour asseoir son pouvoir à Alexandrie. Brutal et présomptueux, Fuscone est néanmoins un homme d'État avisé, qui sait qu'il doit gagner le cœur des Égyptiens. Les décors du temple d'Horus à Edfou nous en disent plus sur sa politique. Dans la cour, 2 statues de faucons gardent l'entrée du sanctuaire. Elles sont à l'effigie d'Horus, dieu protecteur des souverains d'Égypte. Sur les murs, Ptolémée VIII est représenté comme un roi digne de leur faveur. Ainsi, ce relief montre Fuscone sous les traits d'un pharaon puissant, portant la double couronne qui symbolise l'union de la Haute et de la Basse Égypte. Il est sacré roi par les déesses tutélaires du Nord et du Sud, Wadjet et Nekhbet. Sur d'autres reliefs, il est accompagné de son épouse Cléopâtre II.
Les voici devant Thoth, le dieu lune à tête d'ibis. À en croire les reliefs du temple, notamment ceux qui figurent Ptolémée VIII et Cléopâtre II, le couple entretenait des rapports harmonieux. Pourtant, il n'en est rien. N'oublions pas que l'iconographie que l'on trouve dans ces édifices reflète toujours les traditions religieuses et le discours officiel. En réalité, les relations entre Ptolémée VIII et Cléopâtre II étaient extrêmement tendues. On est très loin de cette image idéale. Un jeune garçon apparaît aussi sur les reliefs sculptés. Malgré les circonstances, le nouveau roi et la reine ont en effet un fils ensemble, Ptolémée Memphitès. Fuscone a désormais un héritier légitime. Et Cléopâtre II a renforcé sa place à ses côtés. Les reines jouaient un rôle de premier plan dans l'univers des Lagides, parce qu'elles incarnaient le ventre de la dynastie. Grâce aux enfants qu'elles portaient, la lignée pouvait se perpétuer. Pour elles, c'était une façon d'assurer la continuité de la filiation, mais aussi de garantir leur propre position à la cour. Si elle considère son mariage avec Fuscone comme un mal nécessaire, Cléopâtre II fait preuve d'une résilience à toute épreuve. Elle a enterré un mari et un fils, mais elle est parvenue à préserver son statut de reine. Elle est la femme la plus puissante d'Égypte. Mais elle est bientôt confrontée à une rivale inattendue, sa propre fille. La baie d'Aboukir s'étend au nord-est d'Alexandrie. Ces eaux renferment un trésor que l'archéologue Franck Gaudiot explore depuis plus de 20 ans. En 2001, à 7 km de l'actuel trait de côte, on a retrouvé sous l'eau un vaste site archéologique très riche. Ces vestiges sont ceux de la cité disparue de Tonis Héraclion, fréquentée entre autres par les Ptolémées. Une partie de la ville a été engloutie au IIe siècle avant notre ère, balayée par un séisme suivi d'un violent raz-de-marée. Une aubaine pour les archéologues, puisque cette Pompéi sous-marine est ainsi restée intacte au fil des millénaires. Dans la pénombre des profondeurs apparaissent des visages de souverains et de divinités. L'équipe de Franck Gaudiot met ainsi au jour la statue d'une reine en granit noir, vêtue comme la déesse Isis. Dans un premier temps, elle est surnommée la Reine Noire. La plupart des statues qu'on découvre sont en plusieurs morceaux. C'était aussi le cas de celle-là. On a d'abord trouvé son buste, puis sa tête, et enfin ses jambes. On a ainsi pu reconstituer cette très belle reine noire. Mais de qui s'agissait-il ? Les différents fragments sont confiés pour analyse au Musée national d'Alexandrie. Ces experts parviennent à identifier la Reine Noire par recoupement. Il s'agit de Cléopâtre III, fille de Cléopâtre II et de son premier mari, Ptolémée VI. Cette statue en majesté est celle d'une femme puissante, autant que sa mère.
Elle aussi deviendra reine. Et elle accède au trône dans des circonstances, là encore, peu ordinaires. Mais revenons à Fuscone, puisque tout dans cette histoire tourne autour de son ambition dévorante. Voilà plusieurs années qu'il est marié à sa sœur Cléopâtre II, qui ne peut plus avoir d'enfant. Elle a cependant une fille qui, elle, pourrait porter une descendance nombreuse. Fuscone semble jeter son dévolu sur sa jeune nièce. Les sources dont on dispose concernant la relation entre Fuscone et Cléopâtre III sont complexes et souvent contradictoires. Une même source, en l'occurrence l'historien Justin, en donne deux versions différentes. Lorsqu'il relate les débuts du règne de Cléopâtre III, il est question d'un viol. On comprend que la jeune fille est violée par son oncle et tombe enceinte. Mais dans le même texte, Justin résume la vie de Cléopâtre III et en fait une lecture qui n'a plus rien à voir. Il la dépeint comme une manipulatrice qui a œuvré pour attirer son oncle dans son lit. On a donc du mal à se faire une idée claire des événements. Toujours est-il que Fuscone prend sa nièce pour seconde épouse, aux côtés de la mère de celle-ci. La cour est en émoi. Même dans l'Égypte des Lagides, la situation semble incongrue. Quant à Cléopâtre II, elle n'a pas son mot à dire. Pour une politicienne chevronnée, ce nouvel état de fait est sans doute pénible à accepter. Cléopâtre II était une reine très puissante, qui entretenait des relations tendues avec son mari et frère. L'union de celui-ci avec sa fille a dû être un choc, d'autant qu'elle entraînait une perte de pouvoir pour elle. Légalement, Cléopâtre III avait le même statut que sa mère. Elles portaient toutes les deux le titre de Basilissa, reine en grec. Autant dire que leur rapport devait être difficile. Cléopâtre II a une dernière carte à jouer. Le fils qu'elle a eu avec Fuscone, Memphitès, peut encore devenir un souverain plébiscité par le peuple, s'il atteint l'âge de régner. Puisque la priorité pour Cléopâtre II est de conserver le pouvoir, elle envisage de placer Memphitès sur le trône, tout en gouvernant dans l'ombre. Mais les choses se compliquent lorsque Cléopâtre III donne à son tour naissance à un fils de Ptolémée VIII, qui pourra lui aussi prétendre un jour à devenir roi. Fuscone a tout fait pour saper les soutiens de Cléopâtre II. Mais elle n'a pas dit son dernier mot. Et malgré ses manigances, elle garde une certaine influence à Alexandrie. Les méthodes brutales de Fuscone l'ont rendu impopulaire, tandis que Cléopâtre reste la favorite du peuple égyptien. En 132 avant Jésus-Christ, elle décide de frapper un grand coup, à la surprise générale. Aidée de ses partisans d'Alexandrie et du nord de l'Égypte, elle lance une attaque sur le palais de Fuscone. Ce dernier doit se réfugier à Chypre avec Cléopâtre III. En exil, Fuscone mûrit un plan. Il est furieux d'avoir été chassé, mais ce n'est pas ce qui l'inquiète le plus. Sa sœur va vouloir faire de Memphitès le nouveau pharaon,
et il doit l'en empêcher. Pour ce faire, il persuade son neveu de venir à Chypre, à sa cour. Il est difficile de savoir ce qui passe par la tête de Phuscone lorsque Memphitès se présente à Chypre. Maintenant que Cléopâtre II a repris le pouvoir à Alexandrie, son fils est le seul moyen de pression qui reste à Ptolémée VIII. Phuscone prétend que Memphitès s'est détourné de sa mère pour se rallier au camp de son père. Ce n'est sans doute pas la vérité, mais la réaction de Cléopâtre II ne se fait pas attendre. Elle se proclame seule reine d'Égypte. Il faut se rendre compte qu'à l'époque où Cléopâtre devient souveraine unique, sa situation est plutôt exceptionnelle dans l'histoire des sociétés antiques et de l'Égypte. Ce qu'ambitionne Cléopâtre II est considérable. En effet, aucune femme n'a régné seule sur le pays depuis 1000 ans. De coups bas en trahison, le frère et la sœur se livrent à un jeu dangereux, à l'issue incertaine. Cette dernière initiative de Cléopâtre rend Phuscone fou de rage. Il ordonne l'assassinat de Memphitès, son propre fils, puis fait démembrer son cadavre. La veille de l'anniversaire de Cléopâtre II, des soldats déposent un coffre contenant la tête, les mains et les pieds de l'adolescent devant l'entrée du palais d'Alexandrie. On ne peut pas imaginer la douleur qu'elle a dû ressentir en recevant les morceaux du corps de son fils. Une fois de plus, Cléopâtre II riposte. Elle se lance dans une guerre sans merci contre son mari et sa propre fille. Le conflit va durer plusieurs années. Aucun des deux camps ne peut l'emporter, et personne ne peut gouverner seul à ce stade. C'est l'impasse. Avec le recul, Cléopâtre II n'avait d'autre choix que de faire la paix avec l'assassin de son fils. Au bord du Nil, à plus de 800 km au sud d'Alexandrie, voici les ruines du temple de Kom-Ombo. Une grande partie de ce sanctuaire date du règne de Ptolémée VIII. Bien que fragilisés par l'activité sismique et l'érosion, de vastes pans de l'édifice sont encore debout. Ces murs nous révèlent la résolution de ce conflit familial acharné. Dans la salle hypostyle de ce temple, on remarque un relief qui donne une image très apaisée de Phuscone, Cléopâtre II et Cléopâtre III. Ils apparaissent comme une famille unie, effectuant un sacrifice au dieu Horus. Mais on sait grâce aux sources historiques que cette représentation occulte la colère, la frustration et le conflit meurtrier qui oppose un frère, une sœur et sa fille. Cette version officielle répond sans doute à un objectif de communication. Mais elle illustre aussi à sa façon une réalité politique. Après 8 ans de combats sans issue, la famille met de côté ses différends. Ces années de guerre civile ont mis l'Égypte à genoux.
Une amnistie est proclamée, destinée à ramener la paix dans le pays. Le décret d'amnistie de 118 avant Jésus-Christ marque une tentative de réconciliation du trio. Et Cléopâtre II s'en sort plutôt bien. La souveraine contribue grandement à rédiger cet important document. Il doit permettre un nouveau départ pour le peuple égyptien. Les crimes commis pendant la guerre sont amnistiés. Et chacun est invité à participer à la reconstruction. Cléopâtre II ne voulait pas simplement signer la paix et repartir à zéro. Elle œuvrait aussi à apaiser les différentes régions du pays. C'est un succès, et l'Égypte pense peu à peu ses plaies. Cléopâtre II a rétabli la paix, tout en permettant à sa famille de conserver le pouvoir. Elle a aidé la dynastie Lagide à traverser une période extrêmement troublée. En tant que reine d'Égypte, elle a réconcilié à plusieurs reprises des factions antagonistes au sein de la cour. C'est elle qui a maintenu à flot sa lignée. Quant à Ptolémée VIII, il s'est avéré un diplomate habile, malgré des méthodes aussi brutales qu'odieuses. Il meurt 2 ans après la proclamation du décret d'amnistie, en 116 avant Jésus-Christ. Il laisse l'image d'un tyran, assassin de son fils. Sans doute l'un des plus funestes souverains de l'Égypte antique. Quant à Cléopâtre II, elle survit à son ennemi juré. À mon sens, Cléopâtre II est l'une des plus grandes figures féminines du monde antique. À bien des égards, elle éclipse même la légendaire Cléopâtre VII. C'est une battante qui ne se laisse pas opprimer par les hommes. Elle surmonte les injustices de sa société patriarcale afin d'accéder au pouvoir pour elle-même et pour ses enfants. Et bien que son chemin soit semé d'embûches, je crois qu'elle en savoure chaque étape. Quelques mois après Phuscone, Cléopâtre II meurt à son tour. L'exemple de Cléopâtre II montre à quel point l'exercice de la royauté peut être mouvementé pour une femme, dans l'Égypte antique comme ailleurs. Elle cristallise une évolution du pouvoir féminin. Les femmes, comme elle, se mêlent de plus en plus de politique dans la société ptolémaïque, et leur influence ne cesse de croître au fil des siècles. Cléopâtre III ne pleure sans doute pas la mort de sa mère, dont elle n'a jamais été très proche. Pourtant, elle marche résolument dans les traces de Cléopâtre II et réalise son vœu le plus cher, régner seule sur l'Égypte. Cléopâtre III n'hésite pas à prendre le pouvoir quand elle en a l'occasion. Elle en veut toujours plus et fait tout ce qu'elle peut pour le garder. Le temple d'Hathor se trouve au cœur de la nécropole thébaine, un vaste ensemble funéraire antique. Ce sanctuaire richement décoré a été construit par les Ptolémées. Tous ces murs sont recouverts de magnifiques reliefs. Mais le plus curieux d'entre eux orne un édifice annexe célébrant la naissance d'Isis. Il représente Cléopâtre III apportant des offrandes aux dieux.
On voit qu'elle passe avant son fils, le pharaon Ptolémée IX, qui est placé derrière elle, en seconde position. C'est une configuration inédite qui va à l'encontre de toutes les lois naturelles égyptiennes. Cléopâtre III possédait un exceptionnel génie politique, économique et même guerrier. Elle a dominé le monde hellénistique. C'est en souveraine absolue que Cléopâtre III règne sur l'Égypte. Paradoxalement, elle doit cette position de pouvoir unique aux rivalités qui ont déchiré sa famille. Comme sa mère, elle laisse l'image d'une reine énergique et opiniâtre. Toutes deux ont ouvert la voie à leur illustre descendante, la plus célèbre de toutes les Cléopâtres.